l'histoire contemporaine d'Haïti, l'un des événements les plus accablants autour de la personne de François Duvalier, fut l'exécution brutale de 19 officiers affectés à la garde présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé, en 1967 ? Avait-il effectivement un complot visant le renversement, voire l'assassinat du chef d'État ? Ou ces jeunes officiers, ont-ils été victimes de la médisance d'autrui, et du paranoïa de Duvalier ? Prosper Avril, ancien général de l'armée. Ancien président de la République, témoin privilégié, pour avoir été à l'époque aide de camp, affecté à la garde présidentielle, nous raconte cette histoire. La fin de 1966 est marquée en Haïti par un double événement, qui fait l'objet de toutes les conversations, et de tous les reportages à Port-au-Prince, et dans tout le pays. 2 des filles de Duvalier venaient de se marier. Marie-Denise avait épousé le colonel Max Dominique, officier de la garde présidentielle, tandis que Nicole Duvalier avait épousé l'agronome Luc-Albert Foucard, frère cadet de Madame Yvon Saint-Victor, femme politiquement très influente, qui dirigeait le cabinet du président Duvalier. Ce double événement à caractère purement social aboutit à la formation de 2 factions au Palais national, le clan Dominique et le clan Foucard. Immédiatement après les mariages, le colonel Dominique a été nommé commandant du département militaire de l'Ouest. Au commandement de cette unité, son influence grandit rapidement. Les pressions politiques ayant déjà fait de l'armée une institution gouvernée par le clientélisme et la politique, des officiers se sont alignés devant le bureau du proche du président, celui-ci pour une promotion, celui-là pour une simple mutation ou autre demande. Comme la nature affable de Dominique l'a amené à céder à de telles demandes, il est vite devenu un grand distributeur de faveurs. Cette situation allait avoir des conséquences désastreuses. Cela a engendré la jalousie entre les autres officiers, et a conduit à une division qui a servi de toile de fond aux événements tragiques qui étaient sur le point de se développer, avec beaucoup de dommages, pour l'avenir de l'armée. En fait, le clan Foucard ne voyait pas d'un bon œil la bonne fortune de Dominique, et son influence grandissante au palais. Le président Duvalier, dont le caractère méfiant était bien connu, interpréta les activités du colonel comme des étapes conscientes, dans son ascension vers le pouvoir. Dominique, qui était né au Cap-Haïtien dans le nord du pays, et jouissait d'une réputation d'officier élégant et courtois, était comparé à Paul Eugène Magloire, également du nord. L'officier qui avait dirigé le coup d'État du 10 mai 1950, contre le président Dumarsais estimait, un événement que Duvalier n'oubliera jamais. À cette époque, de telles insinuations étaient fatales. Très rapidement, le plan pour renverser Dominique se développe. En avril 1967, l'office de tourisme dirigé par M. Foucard organise une série de fêtes populaires, appelées Carnaval des Fleurs. La raison officielle était de promouvoir le tourisme, et en même temps, de célébrer l'anniversaire du président Duvalier. L'explosion d'une bombe artisanale, à la fin de la dernière journée du festival, le 15 avril 1967, a été utilisée pour précipiter les événements. Les accusations se multiplient contre le clan Dominique. Cet incident a rapidement été considéré comme faisant partie d'un plan de déstabilisation du gouvernement, des enquêtes ont été entreprises rapidement. De nombreux informateurs sont venus de l'autre faction, puisque son chef, M. Foucard, était directement concerné en tant que directeur du tourisme. Bientôt, un prétendu complot ourdi par le colonel Dominique est découvert. Immédiatement, tous les officiers de la capitale, considérés comme des amis proches du colonel Dominique, sont mutés dans des affectations à la campagne. Dans le même temps, tous les militaires originaires du Nord, en poste au Palais national, sont renvoyés par convoi dans leur ville d'origine, dont il leur est interdit de franchir les limites. Les officiers transférés ont tous subi une rétrogradation, alors qu'ils étaient en route vers leur nouvelle destination. Puis, arrivés à leurs postes respectifs, de nouvelles instructions leur ordonnaient de regagner Port-au-Prince. Enfin, sur le chemin du retour, ils furent arrêtés et jetés en prison, sous l'inculpation d'actes de mutinerie et de haute trahison. Plusieurs officiers d'autres des organisations militaires, accusés des mêmes crimes, ont également été emprisonnés. Les dés étaient jetés, il était impossible de monter une défense contre de telles accusations. Le départ du Palais national, des officiers mis en examen, a créé un vide qui a été comblé par la nomination de 3 nouveaux officiers de la promotion 1961. Fritz Romulus,
Acélius Saint-Louis et moi. 7 ans après l'obtention de leur diplôme, c'est la première fois que des officiers de notre classe avaient été choisis pour rejoindre la garde présidentielle. Quand j'ai annoncé le transfert à ma famille, cela a semé la consternation. Pour eux, et ils avaient raison, travailler au Palais national à cette époque signifiait vivre au plus près du danger. Néanmoins, c'était un ordre à obéir immédiatement. À notre arrivée, chacun de nous fut nommé aide de camp, dans l'une des 3 compagnies affectées à ce service. Peu de temps après, le 5 juin 1967, une cour martiale a été créée pour juger 19 officiers, devant un grand tribunal. Un tribunal militaire, qui condamnait habituellement et implacablement, toute personne amenée devant lui. Le 7 juin, après une audience de 3 jours, les 19 officiers ont tous été reconnus coupables. La condamnation à mort a été prononcée immédiatement. Le lendemain, jeudi 8 juin, toutes les formalités avaient été accomplies, et les signatures obtenues, pour l'exécution de la peine de mort. Le droit légal des officiers condamnés, à faire appel devant la Cour suprême, a été ignoré. Ce jour-là, le président Duvalier voulut diriger personnellement les opérations. À Fort-Dimanche, la première surprise pour tout le monde fut la présence du colonel Dominique, en uniforme. N'était-ce pas ses meilleurs amis, qui allaient être exécutés? La cour de ce camp militaire était remplie de VSN. Les malheureux condamnés quelques jours auparavant, considérés parmi les officiers les plus influents de l'armée, étaient déjà attachés à leur poste d'exécution. 19 officiers condamnés, 19 postes. C'était en effet un spectacle horrifiant. La plupart des condamnés protestaient contre cette décision injuste, et clamaient haut et fort leur innocence. Paradoxalement, plusieurs exprimaient leur dévouement et leur fidélité à Duvalier, qui les écoutait sans émotion. Il avait déjà lu les dernières déclarations de ces malheureux officiers, dernière formalité, qui pourrait persuader le chef de l'État de rejeter ou d'alléger la sentence de la Cour. Tout était en vain. Le président Duvalier avait trouvé ces déclarations faibles et peu convaincantes. Il ratifiait la procédure, le verdict et la sentence du grand tribunal. Pour bien comprendre les événements, il est intéressant de lire la déclaration finale d'un de ces malheureux officiers, après sa condamnation à mort par le grand tribunal. Dans cette vidéo, nous reproduisons dans son intégralité, celui écrit par Donald Manigat, un jeune lieutenant qui avait perdu sa précieuse vie, si insensément. Déclaration du lieutenant Donald Manigat, mercredi 7 juin 1967. Hier, lorsque le procureur militaire a déposé les accusations contre moi devant la cour, j'ai tout de suite compris la gravité de l'accusation. Je suis un fils de la Révolution, un duvalieriste, et le président à vie de la République connaît ma fidélité et mon dévouement à son égard. Après le dépôt des accusations, je n'ai pu m'empêcher d'être révolté, en entendant les noms de certaines personnes, qui s'étaient réfugiées dans des ambassades étrangères. L'affaire est extrêmement grave, et je comprends très bien comment le président à vie, les membres de la Cour, ou le procureur militaire pourraient réagir. Cependant, il y a certains points sur lesquels je voudrais attirer l'attention des autorités compétentes. Je vais relater les faits. Le jour même de mon transfert, dans sa voix à Jérémie, j'ai reçu la visite de ma mère qui m'a parlé en ces termes. « Mon fils, j'ai remarqué que tu ne prends pas la situation au sérieux. Tu réagis comme si rien ne s'était passé. Pourtant, selon les rumeurs à Port-au-Prince, tout tourne autour d'un seul nom, colonel Dominique. Vous êtes l'ami de Dominique, vous devriez être au courant de ce qui peut arriver. » Je lui ai répondu. Je suis l'ami du lieutenant-colonel Dominique, mais tout le monde, y compris le président, connaît la nature de mes relations avec lui. Donc, je n'ai rien à craindre, quoi qu'il puisse lui arriver. Ce jour-là, en entrant dans ma chambre, j'ai demandé à ma femme. « Que penses-tu de ce que ma mère vient de me dire ?» Elle m'a répondu. « Calmez-vous. J'ai souvent parlé avec le président, de la nature de votre relation avec Dominique. Maintenant, je voudrais expliquer précisément la nature de cette relation. Au Cap Haïtien, je connaissais à peine le lieutenant-colonel Dominique, parce qu'il n'est pas de ma classe, et parce qu'il a fait ses études secondaires à Port-au-Prince. Ses jeunes frères étaient mes amis. Après ma sortie de l'académie militaire, j'ai été nommé dans la garde présidentielle, et c'est à partir de ce moment
que nous avons commencé à bien nous connaître. Nous sommes devenus des amis proches en 1963. Nous avions l'habitude de travailler ensemble, et cela créait une atmosphère d'amitié entre nous. Quand il s'est séparé de sa première femme, j'ai signé les papiers du divorce, en tant que témoin. Je dois expliquer les circonstances. J'étais officier exécutif de la 33e compagnie, avec le major Harry Tassi comme commandant. Un matin, je ne me souviens plus du jour et de la date, le capitaine Dominique de l'époque est venu dans mon bureau et a demandé le capitaine Tassi. J'ai répondu qu'il était actuellement occupé, avec le président. Dans ce cas, il m'a dit, je vais me promener, et je reviendrai plus tard. Il est revenu environ 1 heure plus tard. Le capitaine Tassi était toujours absent. Puis il me dit, puisque je ne trouve pas Tassi, pouvez-vous à sa place, me faire la faveur de signer mes papiers de divorce? J'ai répondu, je suis occupé maintenant. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre, et peut-être que le capitaine Tassi sera bientôt disponible. Il a attendu un moment, et comme le capitaine Tassi n'était toujours pas disponible, au bout d'une demi-heure, je suis allé avec lui, et j'ai signé les papiers du divorce, en tant que témoin. Plus tard, j'étais au quartier des officiers, et vers 21h, le capitaine Dominique vint annoncer aux officiers que le président avait approuvé sa demande d'épouser sa fille, Marie-Denise. Ce n'est qu'alors que j'ai su que l'affaire était en discussion depuis 13h. Le jour du mariage, tandis que les officiers restaient à la boule, pour fêter avec les nouveaux époux, j'accompagnais le président. Je me souviens très bien que le président remarqua le fait le lendemain. Je dois également porter à votre attention le fait que je n'ai pas été choisi comme témoin dans le mariage. C'est une preuve, à mon avis, que l'amitié entre nous n'était pas très forte. Nous nous connaissions, nous nous rencontrions fréquemment, je l'ai toujours considéré comme un amoureux des bonnes choses de la vie. Il a toujours dit que ce qu'il aimait chez moi, c'était ma franchise et ma manière directe de lui parler, car, par tempérament, il n'aime traiter qu'avec des gens comme moi. Les choses se sont déroulées sans incident digne de mention. Un jour, le major Tassi est venu me voir et m'a dit « Que se passe-t-il? Vous ne remarquez rien? Il paraît qu'il y a des officiers qui dénoncent d'autres officiers au président. » Je lui ai répondu « Certains officiers sont vraiment capables de ça. Parlez au président. Il trouvera toujours un moyen d'arranger les choses. Je ne vois pas pourquoi des officiers de la même organisation, au service du même patron, voudraient se quereller. » Quelques jours plus tard, il est revenu et me dit « Mon ami, il paraît que la secrétaire du président, Madame Saint-Victor, a quelque chose contre Max et moi. Tu n'as pas remarqué ça ?» J'ai répondu « Ma chère amie, Madame Saint-Victor, a toujours été très bonne avec vous deux, vous devez trouver un moyen de remédier à la situation. » Quelques jours plus tard, lorsque j'ai rencontré le lieutenant-colonel Dominique, je l'ai interrogé à ce sujet. Immédiatement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème familial à la base de leur mésentente. Alors je lui ai dit « Mon cher Dominique, trouve un moyen de recoller les morceaux. Il ne faut en aucun cas semer la zizanie autour de Madame Saint-Victor. » Nous avons continué à nous rencontrer, une fois chez lui avant son mariage, et d'autres fois à la Boule, puis à Després. Un jour, je lui ai dit « C'est normal que tu aies des invités pour des petites fêtes chez toi. Mais je ne vois pas pourquoi, tu dois toujours avoir tout un groupe d'amis avec toi. » Je parlais des gens que je voyais chez lui. J'ai ajouté « Dans la vie, un honnête homme ne répond que de lui-même. Si ces gens avec toi font quelque chose de mal, tu en seras tenu pour responsable. Par exemple, prenez mon frère. Je n'ai jamais essayé d'obtenir une autorisation pour qu'il porte des armes. Je ne suis responsable que de moi-même. Quand j'ai fait quelque chose de mal, j'ai avoué au président qui m'a pardonné. Je ne veux pas que quelque chose d'autre tourne mal dans ma vie. C'est la raison pour laquelle je n'irai plus au match de football, je l'ai promis au président. Mon ami, je te donne un bon conseil. Quand tu sors, n'entraînez pas tous ces gens avec vous, car cela peut vous causer des ennuis. Quelque temps après, le major Tassi m'a appelé et m'a dit « Mon ami, il paraît que les choses ne vont pas bien.
Le président est plutôt cool avec nous ces jours-ci. Vous ne l'avez pas remarqué vous-même? Je lui ai répondu. Moi, je sais exactement ce que le président a contre moi. Il m'en a parlé pendant le Mardi Gras, et je n'attends qu'une occasion pour corriger la situation. Plus tard, à l'occasion d'un incident survenu, pendant mon tour de service, le capitaine Monestime et moi avons eu une réunion avec le président. Nous lui avons dit ce qui s'était passé. Le président a fait certaines remarques, qui semblaient être un avertissement. Ce jour-là, je n'ai pas pu expliquer clairement les choses au président, car il devait rencontrer les évêques haïtiens. Quelques minutes après la rencontre, j'étais tellement bouleversé, que j'ai tout de suite téléphoné à Madame Saint-Victor. Je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a demandé. Au fond, qu'est-ce que tu crois avoir fait au président? J'ai répondu. Je ne me souviens de rien que j'ai fait au président. Sinon que je n'ai pas encore fait ce qu'il veut de moi. Le président m'a toujours fait savoir qu'il voulait que j'épouse Poupette. Il y a certaines choses à propos de la fille que je n'aime pas. Je voudrais que le président nous appelle tous les deux pour écouter mes plaintes et conseiller la fille. S'il vous plaît. Essayez de voir si le président peut me recevoir aujourd'hui, et ensuite je vais pouvoir faire la demande moi-même. Elle m'a répondu, ok. Très bien. Je vais tout essayer. Je vais demander au président s'il veut te rencontrer. Attends en bas, je t'appelle. J'ai attendu jusqu'à 16 heures. Avant mon retour à la maison, arrivé là-bas, j'ai dit à Poupette, il se passe quelque chose de très grave. Il paraît que le président est fâché contre moi. Va lui téléphoner tout de suite, et vois si je peux lui parler. Je viens de lui parler, et j'ai bonne raison de croire qu'il est fâché contre moi. Elle est allée au téléphone, et est revenue. Elle m'a dit, j'ai parlé au boss. Ne vous inquiétez pas. Vous savez déjà ce que le président a contre vous, ce n'est rien de très grave. J'ai répondu. Je ferai de mon mieux pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Car je n'ai pas aimé la façon dont le président m'a parlé il y a 1 heure. Je ne veux plus le contrarier. Plus tard, le lieutenant-colonel Dominique est venu au premier étage et a dit. Quelqu'un a trouvé un morceau de papier dans une poubelle, à l'écriture du président et contenant l'équipe. Colonel Max Dominique, Major Aritassi, Capitaine Donald Maniga, Capitaine Joseph Laroche, Capitaine Probu Monestine, Lieutenant Josma Valentin. Je lui ai dit. Mon cher ami, es-tu sûr d'avoir vraiment vu ça? Il a répondu. Oui, c'est absolument sûr. J'ai dit mon cher ami. C'est très sérieux. Je n'aime pas ça du tout. Je vais essayer d'en parler au président. Le lieutenant-colonel Dominique a dit, laissez-moi tout ça. Je sais comment y remédier. Ce jour-là, en rentrant chez moi, malgré la promesse du colonel Dominique, j'en ai parlé avec Poupette. Je lui ai dit, chaque fois que vous êtes en contact avec le président, que ce soit directement ou par téléphone, parlez-lui de moi, s'il vous plaît, car j'ai appris que mon nom a été inclus dans une certaine équipe. Même si ce n'est qu'une blague, comme voudrait me le faire croire le colonel Dominique, je n'aime pas ça. Je dois trouver un moyen d'expliquer au président qu'ici au Palais National, je ne fais partie d'aucune équipe. Il est le seul que je sers. J'ai des amis au palais, c'est tout. Le surlendemain, le colonel Dominique se présenta au quartier des officiers, au premier étage, et dit devant tous les officiers présents qu'il avait vu le président, et que cette affaire d'équipe n'était qu'une farce. J'ai répondu dans le dialecte créole. Mon cher ami, c'était une bonne idée que tu arranges tout. Parce que j'ai déjà envoyé quelqu'un au président, pour lui dire que je ne suis lié à personne. Personne ne me possède ici. La seule personne que je reconnais est le président. Plus tard, j'ai continué à discuter de la situation avec Poupette. Elle m'a promis qu'elle parlerait au président. Le jour de l'anniversaire du président, le 14 avril, je lui ai écrit une lettre, pour lui expliquer ma position, et essayer d'éclaircir l'affaire. Depuis ce jour, je veux dire le jour où j'ai commencé à comprendre qu'il y a une mauvaise interprétation de mon amitié avec le colonel Dominique,
j'ai décidé de ne rendre visite à personne, de rester chez moi. Je n'ai jamais essayé de le revoir. Le jour du match de football entre Haïti et les Dominicains, j'ai demandé la permission au président d'assister au match. Je suis allé au match, et j'ai vu de loin le colonel Dominique, au salon officiel avec d'autres officiers que j'ai salués. J'ai été transféré à Ansavo, dans la nuit du 24 au 25 avril. Depuis ce jour, je n'ai eu aucun contact avec la capitale. Je suis retourné à Port-au-Prince le 20 mai, pour être incarcéré au pénitencier national. Ce n'est qu'hier, que j'ai su ce qui s'était passé. Je regrette que dans ma situation, je ne puisse pas faire appel aux témoignages, de la plupart, de mes anciens collègues de la garde présidentielle, avec qui j'avais l'habitude de discuter. J'ai été transféré lundi soir, du 24 au 25. Quelques jours auparavant, le jeudi précédent, un sergent est venu me voir et m'a dit « Monsieur, j'ai une bonne affaire en cours, je ne veux en parler qu'à vous. Ma femme est arrivée des quais ce matin. On lui a offert une vieille jarre coloniale remplie d'or, mais je n'ai pas assez d'argent pour me rendre au quai. Je suis absolument sûr que ça marchera. Ma femme m'a demandé de l'accompagner, pour éviter des problèmes avec les autorités locales. L'affaire est certaine, et quand je reviendrai, j'aimerais que vous trouviez un moyen de convertir les pièces antiques en argent pour moi. » Je lui ai répondu. « Je suis content que tu sois venu vers moi. Je vais te donner de l'argent. Je t'attendrai, et dès que tu reviendras, je te mettrai en contact avec le président, pour changer ce que tu trouveras. » C'est arrivé quelques jours, avant mon transfert. Autre fait. Avec un ami de la garde présidentielle, Francis Charles, j'avais prévu d'écrire un article, qui serait publié avec l'approbation du président. Le titre de l'article est « L'armée sous le gouvernement du docteur Duvalier ». J'ai eu l'idée à peine, un mois avant mon transfert. C'est moi qui ai proposé l'idée à Francis Charles. Je ne veux en aucun cas le compromettre. Je fais cette déclaration simplement pour prouver qu'avec un tel état d'esprit, je n'aurais pu avoir l'intention de trahir le président Duvalier. J'avais déjà planifié le travail, et j'avais commencé à l'écrire. Tous les papiers sont en possession du capitaine, Francis Charles. Nous avons décidé d'arrêter le projet, car nous manquions de preuves documentaires, pour notre argumentation. Nous avions besoin de faire des recherches, dans les bibliothèques. Tout le complot s'est produit, selon les pièces déposées devant la cour, par le procureur militaire entre le jour des premières explosions, le 15 avril, et le 5 juin. Lorsque les explosions se sont produites, j'étais encore en service à la garde présidentielle. Le caporal Jacques-Jean Joseph, de la 33e compagnie, m'a fait le récit d'un certain Jean-Jacques, sur l'explosion. J'ai immédiatement envoyé l'informateur à la police secrète. Je pense que son rapport a été pris en considération, et qu'à partir de ce moment-là, une enquête fructueuse était en cours. Pour les événements suivants, je n'étais pas à Port-au-Prince. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai toujours été un fidèle serviteur de la Révolution. Par exemple, lorsque des amis m'ont demandé « Pourquoi tu ne poursuis pas des études supérieures ?» Je répondais toujours « Je suis militaire, je sers un gouvernement révolutionnaire, je n'ai pas besoin d'être avocat, ingénieur ou comptable pour manier un fusil. Ma carrière militaire me suffit. » Au début, je n'avais jamais eu l'intention d'avoir une famille. J'ai dit, une famille apporte des problèmes. Je suis un fils de l'État. Je n'ai besoin que d'une seule famille, le président Duvalier. C'était mon état d'esprit, quand j'ai été jugé et condamné. Ma vie a toujours appartenu au président Duvalier. Je le lui avais offert dès le premier jour, où il m'a remis mon diplôme d'officier, à l'Académie militaire, le 30 avril 1959. Je suis sûr d'une chose, le président de la République sait que moi, Donald Manigat, je ne le trahirai jamais. Concernant les autres accusations portées contre moi, le 22 mai, j'étais en prison. Je ne savais même pas qu'une bombe avait explosé au casino. J'ai quitté Cap-Haïtien, le jour où j'ai été envoyé, pour assister aux funérailles du député Rochefort. Depuis, je n'ai jamais contacté personne au Cap-Haïtien. Mes propres parents m'ont toujours reproché de ne jamais leur écrire. Quant aux relations avec les étrangers, je n'en avais jamais, jamais et jamais eu.
Les amis qui vivent à l'étranger, et qui m'écrivent parfois, ne reçoivent jamais de réponse de ma part, pour ne pas entamer d'échanges de correspondance. Je comprends parfaitement comment les gens réagissent à ces accusations. Si j'étais à la place d'autres duvalieristes, je réagirais de la même manière, car, quand quelqu'un trahit le président Duvalier en ma présence, je n'ai qu'un mot sur les lèvres, la mort. Je me soumets à la bonté et à la miséricorde du président, et même si je meurs, mon âme restera toujours duvalieriste. Signé, Donald Manigat. Voici la déclaration signée par le lieutenant Donald Manigat, le matin du jour où il a été exécuté. Son contenu à première vue peut sembler de peu d'importance, il était cependant de conséquences profondes. La vie humaine était en jeu. C'étaient les derniers mots de quelqu'un qui était sur le point de mourir sans en connaître la raison. Revenons à la poignante réalité. Le moment était venu de procéder à l'exécution. Rompant brusquement son silence, le président Duvalier cria en direction de Josma Valentin, un lieutenant condamné qui n'avait cessé de gémir et de lui jurer fidélité. « Tais-toi. Josma Valentin. Ton père a trahi Feu du Marseille estimé, son bienfaiteur, alors c'est normal que toi, son fils, tu aies trahi ton bienfaiteur François. Tais-toi. » À ces mots, comme s'il s'adressait à toutes les personnes présentes, le silence devint mortel. Puis Duvalier poursuit inflexiblement, distribuer les armes aux membres du peloton. Colonel Laroche. Colonel Gracia Jacques. Colonel Breton Claude. Colonel Caillard. Et l'appel continue, suivant une liste retrouvée dans les archives du Palais national. Ce fut un autre choc pour tout le monde, au lieu de simples soldats anonymes. Le peloton d'exécution, 14 officiers, était composé d'officiers d'état-major et de commandants d'unités militaires. Pendant que le président Duvalier criait les noms, ses officiers supérieurs s'alignaient parallèlement au poteau. Les cris affreux des condamnés devinrent plus angoissants que jamais. C'était tellement triste et douloureux. C'était aussi incroyable et déchirant qu'un film dramatique. Quelques jeunes officiers gémissaient pitoyablement. Certains étaient de la même classe à l'académie que moi. Pierre-Michel Aubin, Alix Rémy, prévoit mon estime. Ils n'avaient pas l'air de comprendre ce qui leur arrivait. De son côté, le capitaine Serge Hilaire se comportait stoïquement, concentré sur le chant grégorien, qu'il chantait avec ferveur dans le latin qu'il a appris, comme ancien séminariste. Il était calme et serein, apparemment convaincu que son âme était sauvée. En tant que très bon ami à moi, j'ai revu son cas depuis le début, et tel que je l'ai compris, cela a créé de sérieux doutes dans mon esprit. Quant à l'existence de ce prétendu complot, qui a coûté la vie à ces jeunes officiers, permettez-moi de vous raconter cette triste histoire, pour le bien de l'histoire. À cette époque, le capitaine Serge Hilaire était responsable du premier bureau, au grand quartier général. Sous les ordres du G1, il était responsable de la gestion du personnel des officiers. À ce titre, il avait un rôle central dans l'affectation des officiers au sein de l'armée. Un matin, fin avril 1967, le capitaine Hilaire reçoit sur son bureau une importante liste d'officiers à transférer de Port-au-Prince vers les quartiers périphériques. Dans l'armée haïtienne, la nomination d'officiers à la campagne était considérée comme une punition. De plus, il y avait autre chose d'inhabituel dans cette liste. La plupart des officiers concernés appartenaient à la garde présidentielle. Lorsqu'il a remarqué le nom d'un ami proche, parmi les officiers impliqués, le capitaine Hilaire a malheureusement décidé d'informer le colonel Dominique du fait et de lui demander d'intervenir en faveur du lieutenant Joseph Laroche. Il lui a dit, en outre, que la liste était composée de plusieurs officiers affectés au Palais national. Le capitaine Hilaire a également mis en garde la famille Laroche, qui a immédiatement tenté de faire annuler le transfert, ignorant la gravité évidente du problème. Le colonel Dominique, effrayé par la rapidité des événements, se rendit directement chez le président Duvalier qui découvrit immédiatement comment l'information avait été divulguée. Une fois l'origine de la fuite identifiée, le président ordonna l'arrestation du capitaine Hilaire, et quelques jours plus tard, il fut jugé et condamné avec les autres. Revenons aux exécutions. Le peloton d'exécution s'est aligné. Chacun des officiers supérieurs a reçu un fusil M1,
et un chargeur de 8 cartouches. Ce jour-là, j'ai compris l'influence de l'autorité civile sur les militaires. En tant qu'aide de camp, je me suis surpris en pensant au manquement, à la sécurité du président ou ses officiers, qui désapprouvaient clairement cette décision extrême, tenaient des fusils chargés si près du président. Le colonel Max Dominique lui-même, identifié faussement ou non, comme l'architecte du soi-disant complot, faisait partie du peloton d'exécution, et avait également un fusil chargé dans les mains. Néanmoins, rien d'anormal ne s'est produit. Imperturbable, Duvalier donna avec assurance les ordres d'usage qu'il avait certainement pratiqués auparavant. Peloton, prends ton poste. Prêt? Feu. Les balles crépitaient, les têtes s'affaissaient sur les poteaux. C'était la réalité, choquante, horrible, inévitable, déchirante. Les officiers étaient tous morts. En une fraction de seconde, ils avaient tous été tués. Ce fut l'une des leçons les plus dures que le pouvoir politique ait jamais infligées aux militaires haïtiens. François Duvalier avait réussi à asservir l'armée haïtienne, au point d'en faire son propre tortionnaire. Le même jour, une ordonnance du tribunal martial fut publiée, par le grand quartier général, et distribuée à tous les officiers et commandants militaires, établissant pour la postérité les raisons officielles de cette exécution publique en masse. Les hommes exécutés avaient projeté d'assassiner le chef d'État. Ce document est si important qu'il mérite d'être reproduit intégralement ici. Quartier général des Forces armées d'Haïti. Port-au-Prince, République d'Haïti, 8 juin 1967. Ordonnance de la Cour martiale. Le quartier général des Forces armées d'Haïti informe les membres des Forces armées d'Haïti que du lundi 5 juin 1967 au mercredi 7 juin 1967 ont été limogés le lieutenant-colonel Joseph Lemoine, Forces armées d'Haïti. Les majors Pierre Thomas, José Borges, Forces armées d'Haïti. Les capitaines Aritassi, Serge Madiou, Forces armées d'Haïti. Les capitaines Atonor, Serge Hilaire, Pierre-Michel Aubin, Forces armées d'Haïti. Destitués. Les lieutenants Donald Maniga, Joseph Laroche, Probu Monestime, Forces armées d'Haïti. Lieutenant Atonor, Alix Rémy, Forces armées d'Haïti. Destitués, sous-lieutenant Provost Monestime, Ferry Casimir, Merisier Geffrard, Josma Valentin, Forces armées d'Haïti. Destitués, les adjudants Marc Monestime, Franck Monestime, Joseph Alsona, André Desrosiers, Forces armées d'Haïti, ont été jugés par le grand tribunal, siégeant au quartier général du département militaire de la caserne des Salines, à Port-au-Prince, Haïti, sous les chefs d'accusation suivants. Mutinerie, avoir conjointement planifié et conspiré, avec l'intention de créer un climat de désordre et d'anarchie, dans le but ultime d'un attentat criminel, contre la vie du chef constitutionnel à vie de l'État, le 24 avril 1967. Avoir déposé, ou fait déposer, des engins explosifs à mèche à retardement, en divers endroits de Port-au-Prince, et à différentes occasions, destinés à exciter l'esprit des habitants de la dite commune, à un état d'agitation favorable à l'accomplissement de leur attentat criminel, contre la vie du constitutionnel chef à vie de l'État, et contre l'ordre constitutionnel établi. D'avoir créé dans diverses communes du département du Nord, et principalement au Cap haïtien, un état de terreur, destiné à favoriser le désordre civil, en menaçant la vie et les biens de simples citoyens, en faisant systématiquement, personnellement ou par l'intermédiaire de complices, des manifestations scandaleuses, et comportements publics immoraux, en violation des prescriptions du droit public et privé. Dans le but évident, de discréditer le gouvernement du chef constitutionnel à vie de l'État haïtien, dans le cadre de l'association de malfaiteurs, contre la personne, et la vie du chef constitutionnel à vie de l'État haïtien, et pour favoriser le succès de leurs actions criminelles à Port-au-Prince. Haute trahison. Avoir, au cours du mois d'avril 1967, ou avant ce mois, en alliance avec des aventuriers internationaux, récemment pris en flagrant délit, et détenus aux États-Unis, pour avoir tenté de préparer une invasion armée contre la République d'Haïti. Dans le même but, monter une opération interne pour créer la panique, et le désordre général, par des actes continus, commis contre l'ordre judiciaire et administratif, perpétrés tant par eux-mêmes que par leurs complices, et par des poses répétées d'engins explosifs, en divers endroits et à différents moments destinés à troubler,
et terroriser les habitants de diverses communes de la République. Créer un climat dans lequel les aventuriers étrangers susmentionnés seraient aidés dans leur atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République d'Haïti. Verdict. Coupable du premier chef d'accusation, coupable du deuxième chef d'accusation. La fréquence radiophonique au cœur de Condamnation à l'arrondissement mort de de l'accusé. Port-Salut. Conformément à la sentence du Grand Tribunal, le jeudi 8 juin 1967, à 14h30, la condamnation à mort a été exécutée.